Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. C'est la première fois que je fais ça sur le podcast, mais aujourd'hui j'accueille une invitée spéciale parce que c'est la première fois que je propose à une personne de venir témoigner sur son hyperphagie, sur son rapport au corps et à la nourriture. Et je pense que je vais faire pas mal d'épisodes de ce genre parce que vous allez voir que le témoignage d'Héloïse, donc qui est mon invitée d'aujourd'hui, est très très touchant et va beaucoup vous parler. Et qui documente en fait tout son parcours depuis des années sur les réseaux sociaux, sur le compte HelloFit Trust, et qui a eu des prises de conscience très intéressantes et qui peut aujourd'hui commencer à mettre son énergie dans l'apaisement de sa relation à la nourriture. Je vous laisse maintenant découvrir son parcours à travers cette interview. Donc, je souhaite la bienvenue à Héloïse sur mon podcast. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, alors déjà, je te remercie de m'avoir invitée sur ce podcast. Donc, moi, c'est Héloïse, j'ai 36 ans et je partage ma perte de poids, en fait, sur les réseaux depuis 2020. Donc, pendant 6 ans, j'ai partagé un parcours perte de poids, enfin, de perte de poids, de reprise de poids. J'ai vraiment tout partagé, les hauts comme les bas, sur Mmh. Instagram et sur YouTube. Et depuis peu, j'ai décidé d'arrêter les objectifs perte de poids et donc, à présent, je partage plutôt un parcours, autour de mes troubles alimentaires et en espérant, m'en sortir un jour, mais je suis en plein dedans, aujourd'hui. OK, donc ça fait un certain temps effectivement depuis tu me disais depuis 6 ans? Donc depuis environ l'époque du covid quoi, que tu as décidé de partager ton parcours, Oui. sur les réseaux? Ton compte, on mettra peut-être le lien si tu es OK en description d'épisode. Oui, oui, complètement, ouais. C'est quoi tes premiers souvenirs autour du poids, de l'alimentation, Est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que ça a commencé à être un problème dans ta vie? Oui, alors en fait, ça a commencé au collège, enfin même avant le collège. J'ai vécu du harcèlement scolaire à cause de mon apparence, donc de la grossophobie, hein, j'ai été harcelée pour, mon apparence jugée trop grosse et je n'étais pas grosse, hein, c'est ça le pire, c'est qu'à l'époque, j'étais vraiment, normale, c'est juste que j'ai été réglée très tôt. À l'âge de 10 ans, j'étais déjà réglée donc j'ai été formée, on va dire plus vite que la plupart, des filles de mon âge et du coup, beh, en grandissant dans une société très grossophobe, j'ai reçu énormément de critiques, d'insultes, de rejets à cause de ça. Donc en fait, j'ai grandi là-dedans et j'ai commencé à vouloir perdre du poids dans le but d'être acceptée tout simplement, au collège. Donc j'ai voulu, tester les premiers régimes, j'avais, allez peut-être 15 ans. Ah ouais, donc ça a l'air hyper violent en fait, ce que tu as vécu et oui, tu as eu un besoin de te faire accepter qui est totalement humain en fait, Ouais, finalement. c'est ça, c'est parti de là, ouais. C'est parti de là, c'est-à-dire que j'ai été rejetée parce que j'étais la grosse de l'école. Mmh. Donc c'était pas possible en fait et à l'époque, on m'avait dit que pour perdre du poids, il fallait, arrêter de manger, faire du sport à outrance. Donc évidemment, moi j'ai cru et j'ai essayé de m'y mettre plus d'une fois, j'ai jamais réussi à tenir, hein, mais c'est là qu'ont commencé, les problèmes. Ouais, d'accord. J'entends souvent cette histoire, hein, tu pas la seule, il y a tellement de femmes, qui me racontent la même histoire, tu vois, en accompagnement, des personnes qui font un premier régime, très jeunes, soit enfant, soit ado et à partir de là, c'est un peu le cercle vicieux. Qu'est-ce qui s'est passé justement après ça? Et écoute, j'ai eu mes premières compulsions, alimentaires quand j'étais au collège. Ce que je mettais en place à ce moment-là, c'est que, j'arrêtais de manger complètement le matin et le midi. Enfin, je voulais arrêter complètement de manger. En réalité, si j'avais été capable de manger qu'une pomme dans la journée, je l'aurais fait, hein, sans hésiter parce que j'avais vraiment cette envie de perdre du poids. C'était même pas juste une envie, c'était un rêve pour moi, parce que je pensais vraiment qu'il fallait passer par là pour pouvoir être acceptée et donc je mangeais pas le matin, je mangeais pas le midi, aussi parce que j'étais harcelée au self, donc je fuyais, le self, j'en avais très, très peur et du coup, je rentrais à la maison donc en fin d'après-midi, après la journée d'école, affamée. Je trouvais le pot de Nutella et la baguette fraîche qui sortait de la boulangerie, dans la cuisine. Je sautais dessus, quoi. C'est là qu'ont commencé mes premières crises, d'hyperphagie, j'ai envie de dire, parce que, j'étais affamée et je mangeais mais sans limite, quoi. C'est là que j'ai commencé vraiment à manger du Nutella à la petite cuillère et puis à culpabiliser de manger, évidemment, puisqu'après ça, je me disais que, bah, jamais je m'en sortirais donc il y avait un vélo d'appartement dans le garage
et à ce moment-là, je me cachais dans le garage pour aller faire du sport à outrance. Alors qu'à l'opposé, à l'école, j'étais vraiment, l'élève qui détestait le sport, mais je l'avais, j'étais toujours rejetée des cours, enfin rejetée. En fait, j'étais obligée de participer aux cours de sport, mais dès qu'il y avait des équipes à former, j'étais, la dernière à être intégrée à une équipe parce qu'on voulait pas de moi, en fait, et puis moi, je n'aimais pas le sport, je détestais ça, donc je le faisais en me cachant et dans l'unique but de perdre du poids et évidemment, ça marchait pas. Donc c'est là que tout a commencé, en fait. Ah ouais, effectivement, et du coup, de ce que je comprends, oui, c'est vraiment que tu mangeais quasi rien de la journée, donc Ouais, forcément, tu étais affamée le soir et ouais, tu te jetais sur la nourriture. On peut appeler ça d'ailleurs de l'hyperphagie homéostasique, donc ton corps qui cherchait à survivre, quoi. c'est ça. Est-ce que toi, à cette époque-là, tu te rendais compte parce que là, tu en parles avec le recul évidemment, mais est-ce que toi, à ce moment-là, tu te rendais compte de ça ou pas forcément? Bah, je savais que j'avais faim et que Mmh. c'est pour ça que j'arrivais pas à me retenir. Pour autant, je savais aussi que c'est pas comme ça que j'allais réussir à perdre du poids et du coup ça engendrait beaucoup de culpabilité et puis je me souviens à l'époque me faire des plans, que ce soit, pour le sport ou pour l'alimentation, enfin essayer vraiment de me créer des régimes sur mesure, Mmh. alors que j'étais qu'au collège. Ouais, c'est ça, tu étais Mmh. toute jeune, en fait. Oui, Et toute jeune déjà, il y avait beaucoup de ton énergie, de ton temps qui tournait autour de la nourriture, de la perte de poids, de ouais, te faire des plans, des régimes et cetera, ça s'est installé très tôt, quoi, c'est finalement. ça, oui. Est-ce que, tu étais toute seule? Je veux dire, est-ce que tu avais quelqu'un à qui t'en parler de tout ça? Ou est-ce que tu faisais ça un peu toute seule dans ton coin? Non, toute seule. J'étais vraiment très, très isolée à l'époque parce que déjà j'étais fille unique jusqu'à mes 13 ans. Donc après, bon, j'étais la grande sœur qui changeait les couches, mais j'ai été fille unique pendant toute mon enfance. Et puis à l'école, j'étais rejetée. Donc en fait, j'étais très isolée, j'étais très seule. Et je parlais très, très peu de ce que je vivais. Et du coup, ça, on est à peu près à l'époque fin du collège, quoi. C'est ça. Et comment ça s'est passé après, est-ce qu'il y a d'autres choses là qui t'ont marqué ensuite au lycée ou peut-être, dans ta vie de jeune adulte aussi? J'ai eu très, très hâte de quitter la maison familiale pour prendre mon indépendance à la fin du lycée. Mmh. Et quand je suis partie, donc j'ai pris un petit studio, j'ai commencé mes études à la fac. Et alors là, je passais, mais littéralement ma vie au fast-food. Je mangeais à la pizzeria, à McDo, Quick, Subway, enfin vraiment tous les fast-food, j'ai fait le tour. À la maison, je m'achetais, enfin que des cochonneries en fait à manger, où je me faisais des pâtes, au beurre, à la crème, au fromage, je buvais du coca. C'est-à-dire que mais dès le matin en fait, hein, je me rendais à la fac le matin, c'était coca clope, dès 8 heures du matin. Ah ouais. Ouais, j'ai de très, très mauvaises habitudes alimentaires. Pour autant, j'ai toujours projeté de perdre du poids, mais j'étais dans une procrastination qui a duré des années comme ça, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à m'y mettre parce que, bah, pour moi, pour perdre du poids, il fallait m'affamer et faire du sport à outrance, donc je voyais ça comme, une torture, donc du coup, je profitais un maximum, on va dire, de tout ce que je pouvais manger en projetant une reprise en main, en projetant un régime, qui mettait toujours énormément de temps à se mettre en place et que je ne tenais, jamais longtemps dès que je m'y mettais. Donc en fait, je suis restée comme ça pendant des années. Ouais, d'accord. Et oui, en fait, c'est un peu aussi cette libération. Déjà, quand on part de chez les parents, j'entends beaucoup ça aussi, ce truc de, je vis toute seule et du coup, je me lâche un peu avec la nourriture et je vais manger plein de trucs que j'avais pas forcément l'habitude de manger. Mais je pense que dans ton cas aussi, c'est juste qu'il y avait tellement de restrictions mentales, cette pensée de: «Faut que je m'y mette et que je perde le poids», que ouais, du coup, ton le réflexe de survie, en fait, c'était de manger le plus possible, d'en profiter, quoi. Tellement Oui, c'était un truc punitif pour toi de perdre le poids parce que ouais. c'était très restrictif. Punitif, en prévision d'un futur régime et puis aussi parce que je pense quelque part que j'avais intégré le fait que j'étais grosse. On m'avait mis cette étiquette, on me l'avait collée dès le plus jeune âge donc même si j'étais pas grosse de base, j'ai grandi avec l'idée que j'étais grosse, que j'avais des problèmes de poids et je pense que c'est aussi ça qui m'a menée vers l'obésité. Parce qu'à 18 ans, j'étais déjà aux 3 chiffres, hein, sachant que je suis assez petite de taille, je mesure 1,61 m. Donc j'ai été obèse, très, très jeune, mais j'ai été insultée de grosse avant d'être obèse. Mmh.
Et oui, c'est fou en fait, l'impact que les mots peuvent avoir sur nous. Tu t'es construite très tôt avec l'idée que ton poids, ton corps, c'était un problème. C'est là qu'on voit à quel point la grossophobie ne nous permet pas d'être en bonne santé et la grossophobie, peut faire prendre du poids sur le long terme et provoquer beaucoup de dégâts de type troubles alimentaires aussi, quoi. Complètement, mais moi, c'est la grossophobie qui m'a rendue grosse. Tout est parti de là. Parce que moi, de base, petite, j'avais pas de problème de poids, bien au contraire, quand j'étais petite, j'étais même plutôt maigre. Je me rappelle très bien que le médecin avait demandé à ma mère si elle me donnait vraiment à manger parce que je n'avais que la peau sur les os. Je n'étais pas spécialement attirée par la nourriture, j'étais au contraire le genre de gamine qui ne voulait pas du Nutella, c'était pas mon truc en fait. Quand on m'a dit que j'étais grosse et que, bah, il fallait arrêter de manger, et faire beaucoup de sport et que j'ai essayé, raté, réessayé, re-raté et voilà, la boucle était lancée et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à prendre du poids, à prendre Mmh. beaucoup de poids. C'est ça, alors que, tu vois, au final, quand j'entends ce genre de témoignage, je me dis: «Mais si on t'avait juste laissé tranquille, si on t'avait pas embêté avec ça, tu vois, tu Je serais» ouais, enfin, je je ne sais pense pas pas. que j'aurais de problème de poids aujourd'hui, ouais. Mmh. On sait pas ce qui se serait passé, mais je veux dire, là, c'est juste qu'on t'a embêté avec un problème qui existait même pas, quoi. Oui. C'est ça qui est dingue. Justement, comment ça a évolué après, tes compulsions? Est-ce que tu as là, tu me décrivais le début des études et Ouais, donc c'est vrai que ça commence à dater du coup. Il s'est ouais. passé des choses depuis. Donc il y a eu, comme je te l'ai dit, hein, de nombreuses années de procrastination, d'anticipation, où je projetais en fait, hein, de mettre en place plusieurs choses dans mon alimentation et mon mode de vie pour perdre du poids. Mais je ne m'y mettais pas, j'avais trop peur et j'arrivais pas à vraiment m'y mettre. J'ai quand même fait quelques régimes. Pour autant, j'en ai pas fait énormément, hein, mais j'ai quand même testé, Weight Watcher, Le Secret du poids, le régime du nutritionniste, qui était, quand même assez restrictif, où j'avais pas le droit de sauce, où je devais manger que de la viande blanche, sans matière grasse, enfin, c'était quand même, très difficile et je tenais franchement les alors celui-ci, je l'ai tenu 2 semaines, j'avais bien perdu évidemment, j'ai tout repris. En général, je tenais un jour, voire même, la première journée, je tenais pas jusqu'à la fin de la journée. Je veux dire, je tenais tout le début de la journée et puis le soir, ça partait en vrille. Ça, c'est arrivé je ne sais pas combien de fois et la le régime que j'ai tenu le plus longtemps, ça a été le secret du poids. J'ai perdu 17 kilos en 3 mois en 2017 avec cette méthode. Mmh. Parce que, bah, j'ai compris à ce moment-là que je pouvais perdre du poids en mangeant absolument de tout. Alors là, quand j'ai compris ça, que je pouvais continuer à manger du chocolat, du fromage, boire du coca et quand même perdre du poids à condition de jouer sur les quantités, bah, là, tout de suite, ça m'a soulagée. Je me suis dit: «Bah, allez, go, c'est parti» et effectivement, ça a bien marché jusqu'à ce que je tombe enceinte de ma fille et puis que je reprenne tout et que je comprenne alors que, oui, c'est bien beau de manger tout ce qu'on aime, mais si c'est pour s'affamer parce que c'était clairement ça, hein. Moi, je m'endormais la faim au ventre et je faisais énormément de sport aussi pour, augmenter, hein, bah, la perte, pour perdre plus de poids plus rapidement. Ouais. J'avais toujours des objectifs, très, 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 hauts. Je projetais de perdre, allez 5 kilos par mois. Enfin, je me disais: «Allez, en un an, j'aurais tout perdu». Enfin, ça a duré des années comme ça Ouais. et au final, je reprenais toujours tout parce que, d'une manière ou d'une autre, bah, il fallait que je contrôle mon alimentation et en fait, petit à petit, je me suis assouplie. C'est-à-dire que de là, quand j'ai compris déjà que je pouvais manger tous les aliments, bon, j'ai fait le secret du poids et ça a marché, mais j'ai repris du poids. Donc là, je me suis dit: «OK, c'est bien beau de manger tout ce que j'aime, mais il faut que j'ajuste le déficit calorique pour pas être en trop, grosse restriction». Donc là, j'ai repris une perte de poids. C'est là que j'ai commencé à partager sur les réseaux en 2020 Mmh. et je suis arrivée justement avec ce discours qui à l'époque, bah, donnait très, très envie parce que, oui, on peut manger tout ce qu'on aime et perdre du poids et puis on n'a pas besoin de suivre, des méthodes restrictives, de se mettre à 1 200 calories. Enfin, j'ai vraiment, trouvé important aussi de prendre en compte les besoins de chacun, de regarder le métabolisme de base en fait et de se pencher dessus pour adapter, bah, les restrictions. Sauf qu'au final, bah, je me disais: «Oh bah, c'est bon, il y a plus de restrictions», mais c'était toujours des restrictions. C'était d'autres formes de restrictions, en fait et ça a pas marché non plus parce qu'alors là, j'ai perdu 42 kilos en 3 ans, avec des hauts et des bas, hein. Ça a pas été évident parce qu'évidemment, j'avais des troubles alimentaires. Donc par période, ça allait mieux, mais je finissais toujours par rechuter. Mais dès que je rechutais, je me relevais systématiquement. Donc en fait, je tombais, je me relevais, je tombais, je me relevais. Et puis bah, telle une guerrière en fait, qui va jusqu'au bout des choses, j'ai fini par réussir à perdre tous mes kilos.
et j'ai même pu stabiliser. Alors là, jusqu'à aujourd'hui, je comprends toujours pas comment j'ai pu stabiliser si longtemps parce que je suis quand même arrivée à mon poids le plus bas de toute ma vie, enfin en tout cas connu. Je suis arrivée au poids de 77 kilos. Pendant 6 mois, je n'ai rien fait parce que j'étais dans un tournant de ma vie, j'avais d'autres priorités donc je me disais: «Bah, si je reprends un peu de poids, c'est pas grave, je le reperdrai après». Et donc j'ai stabilisé comme ça ma perte, pendant 6 mois sans rien faire naturellement, et dès que j'ai commencé à m'inquiéter justement de la reprise de poids, bah, Mmh. petit à petit, j'ai repris tout et j'ai partagé. En plus, j'ai pas j'ai continué à faire des vlogs sur YouTube en me disant: «Allez, je vais reperdre mes kilos», et en fait, plus je rentrais dans une démarche de perte de poids et plus je reprenais du poids. C'était terrible jusqu'au jour où, là, c'est très récent, hein, je me suis dit: «C'est bon, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus de tomber, me relever, tomber, me relever». En plus, publiquement, ça c'est encore plus compliqué. Alors je pense que ça m'a aidé quand même à voir les choses en face parce qu'il y a une forme de déni, je pense, là-dedans. On a envie d'y aller, et en fait, au bout d'un moment, tu es épuisé et tu te dis: «Mais c'est bon, on arrête les frais à un moment donné parce que ça ne s'arrête jamais». On trouve une nouvelle méthode pour perdre du poids, on y arrive, on stabilise et puis on finit toujours par reprendre le poids, voire, plus. Parce qu'en général, quand c'est comme ça, on perd du poids, on reprend du poids avec un bonus, donc on se retrouve plus grosse qu'au point de départ. Ouais, en fait, tu as eu des prises de conscience au fur et à mesure, finalement. Je trouve que, Mmh. déjà, le fait d'avoir pris conscience que tu pouvais manger, plein d'aliments et cetera, c'était déjà peut-être un premier pas et Oui. peut-être, après là, on sent que oui, tu as vraiment eu un gros ras-le-bol, une grosse prise de conscience, que ce yo-yo, ce cercle vicieux, tu as fini par comprendre. Peut-être aussi le fait de l'exposer publiquement, je sais pas si ça t'a aidé justement, mais tu as fini par, capter le déclencheur quoi, que plus tu pensais à ta prochaine phase de restriction, enfin plus tu cherchais à perdre le poids et plus tu t'en inquiétais et plus ça produisait l'effet inverse. Et ça, c'est un truc, je pense, c'est difficile en fait de s'en rendre compte, hein. C'est difficile parce qu'à chaque fois, on a de l'espoir, on se dit qu'on a déjà réussi à le faire, donc si on y est déjà arrivé une fois, c'est qu'on peut le refaire. Mmh. Donc on se remet dedans. On se dit qu'on peut le faire, on en est capable. Mais ouais, ça finit toujours de la même manière, même si on change les méthodes, en fait. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, je me suis toujours assouplie. J'ai toujours, enlevé des restrictions, j'ai toujours, cherché à être plus à l'écoute de mon corps, à davantage respecter mes besoins. Voilà, petit à petit, j'ai enlevé des barrières. Mais même comme ça prenait plus de temps, en fait, et là, je me disais: «C'est bon, je suis sur la bonne voie, il y a plus de restrictions, je m'écoute, tout va bien». Sauf que, bah, pareil, ça dure pas et on finit par perdre complètement le contrôle. Ouais, c'est un long parcours, c'est un long processus et moi, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui, pour toi, a entretenu ce rapport conflictuel à la nourriture? Je pense que le fond du problème, c'est les régimes, c'est le fait de perdre du poids, de le reprendre, de le reperdre, de le re voilà, c'est ce cycle infernal qui ne s'arrête pas. Maintenant, dans le quotidien, je pense qu'il y a des choses qui peuvent, aggraver les troubles alimentaires, comme le fait de se sentir fatigué, d'avoir faim, d'avoir vécu un stress, enfin, en fait, la moindre faiblesse va jouer. La moindre faiblesse va aggraver le trouble. Maintenant, le fond du problème, quel est-il? Je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, j'affirme rien parce que je suis encore, en chemin et je m'en suis pas du tout sortie. Mais je pense que justement tout est parti de la volonté de perdre du poids, de contrôler mon alimentation, de contrôler mon poids et de penser pouvoir le faire, alors qu'au final, bah, on en revient toujours au point de départ. Donc aujourd'hui, j'en arrive à me dire que, bah, peut-être qu'en fait, on ne peut pas contrôler son poids en contrôlant son alimentation, que oui, ça marche toujours un temps, mais jamais définitivement, en fait. Ouais, effectivement, il y a tout un tas de choses qui vont interagir. La question aujourd'hui, c'est, toi, où est-ce que tu en es justement dans tout ce parcours-là? Quelles sont les choses qui t'ont aidé peut-être? Et ouais, comment ça se passe maintenant? Est-ce que tu as toujours des accès un peu compulsifs, Ah oui. Ah oui, oui, moi je suis en plein dedans, hein. Mmh mh. Actuellement, j'ai des crises d'hyperphagie quotidiennes, donc Mmh. je suis en plein dedans. Maintenant, voilà, quand tu me dis: «Est-ce qu'il y a des choses qu'on pu arranger, qu'on pu aider?» Mais en fait, on en revient toujours à la même réponse, c'est que oui, toujours, mais jamais longtemps. Mmh. C'est que, demain, je me reprends en main, je mets en place un rééquilibrage alimentaire, je vais me sentir mieux, je n'aurai plus de troubles alimentaires. Pendant un temps, ça ira beaucoup mieux, mais ça Ouais. finira toujours
au même endroit. C'est-à-dire qu'un jour, je vais finir par avoir ce besoin de lâcher prise, par une perte de contrôle et puis, Mmh. bah, là, on retourne dans un cycle, de crise hyperphagie quotidienne. Donc ouais, c'est extrêmement frustrant, en fait. Est-ce que toi, tu déjà pu parler de ton hyperphagie à quelqu'un, que ce soit une personne proche ou un professionnel, Oui, oui, oui. J'ai parlé à de nombreux professionnels déjà parce que j'ai été, diagnostiquée dans un centre, de des troubles des conduites alimentaires, donc j'ai été diagnostiquée d'hyperphagie addictive et émotionnelle. J'en ai parlé à ma famille proche, honnêtement, de ce côté-là, j'ai regretté. J'ai regretté parce que c'est pas compris. C'est pas un trouble qui en fait, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Ouais. Donc les gens, ils pensent que c'est juste une question de volonté et qu'on fait exprès. Ils se rendent pas compte. Donc j'ai regretté d'avoir essayé d'en parler à mon entourage proche. Mmh. Maintenant, oui, c'est vrai que les professionnels, j'en ai vu plusieurs, mais honnêtement, le problème, il est toujours là. Mmh. C'est pas facile effectivement de se sentir incomprise et notamment, oui, les personnes qui vont, associer, un vrai trouble alimentaire avec un manque de volonté, sachant que toi justement tu essayes de déconstruire ce truc-là dans ta tête que, justement plus tu as de volonté et plus tu retombes dans la restriction et plus ça provoque des crises. C'est ce qu'on a vu, hein, ensemble en discutant donc c'est dur je trouve d'avoir quelqu'un qui te dit, «Bah, il suffit de moins manger, il suffit de Oui, se». ou qu'on se trouve des excuses, ça c'est pareil, hein, je partage toujours sur les réseaux et systématiquement sous toutes mes vidéos, je reçois des commentaires qui me disent: «Mais c'est fou, comment tu te trouves, 1000 excuses, quoi». Oui, bah oui, bien sûr. Ouais. Et oui, et puis j'imagine aussi, enfin, le pire, c'est quand tu es une femme en surpoids qui s'expose sur les réseaux, tous les gens qui croient pouvoir te donner des conseils et puis qui te disent de fameux, déficit calorique, alors que toi, tu es là, tu galères depuis des années et tu l'as fait 1000 fois le déficit calorique, Mmh. voire tu as été dans des extrêmes. Moi, ça me frustre énormément ce genre de commentaires, tu vois? Parce que je me dis: «Mais c'est pas possible, genre toutes les personnes grosses que je connais, elles ont fait, tous les régimes du monde et elles ont fait tous Mmh. les déficits caloriques du monde. Je pense C'est qu'au contraire, on a énormément de volonté, de force. On est vraiment comme des guerrières, on part systématiquement au combat. Les gens, ils parlent sans savoir et au niveau autour de l'alimentation et du surpoids, justement, les gens, ils ont tendance à toujours avoir quelque chose à dire et à penser mieux savoir que les autres. C'est incroyable, vraiment dans ce domaine-là, surtout dans l'alimentation, tout le monde pense, savoir mieux que les autres. et oui et je trouve que, tu vois, ton témoignage, il est hyper puissant et je te remercie vraiment d'avoir partagé ça, sur le podcast parce que c'est l'illustration même que, déjà, donc comme on l'a dit, que la grossophobie amène à une mauvaise santé, à prendre du poids, mais ça nous montre aussi que le problème, c'est pas un manque de volonté, c'est ce système, en fait, de honte, de contrôle, de restriction qui t'a mené, aux compulsions. Quand une personne, et ça a été ton cas, quand une personne apprend très tôt que son corps c'est un problème à corriger, elle développe pas une relation à la nourriture qui est sereine, elle peut pas en fait. Et on voit bien ici que les régimes, ça a pas été la solution à ton problème, mais ça a été l'inverse, c'était le début du problème. En Exactement. fait, les gens testent beaucoup de choses et ça marche. Tous les Mmh. régimes marchent, tous les rééquilibrages alimentaires fonctionnent sur le court terme. Mmh. Donc en fait, dans Ouais, une société aussi grossophobe que la nôtre, la majorité des gens, même les gens qui n'ont pas de problème de poids, ils essayent de perdre un petit peu de poids pour, être, mieux vus, enfin donc en fait, ça fait que la majorité des gens, ils ont déjà essayé une méthode qui a fonctionné. c'est ça. Donc forcément, quand on démarre là-dedans, on voit que ça fonctionne, on se dit que, bah, voilà, si on met de la volonté, si on met du contrôle, ça marche. Mmh. Et puis, bah, si ça a pas tenu, c'est de notre faute. C'est parce que, bah, voilà, on a traversé une période difficile, donc on s'est un petit peu relâché, ou on a eu un problème de santé, donc on se trouve des soi-disant des excuses et on justifie justement, bah, par ça le fait que c'est une question de volonté, alors que pas du tout. Bah, oui, toutes les méthodes fonctionnent, mais qu'est-ce qui fonctionne réellement définitivement? C'est ça, je pense que c'est sortir de ce système, justement, arriver à trouver un autre système. Est-ce que c'est une relation stable et sereine à la nourriture, tu vois, de devoir constamment y penser? Enfin, tu me disais, en fait, c'est si tu te lances dans un rééquilibrage, ça va aller mieux, mais le problème, c'est qu'il faut que tu y penses, quoi, faut ça prend une charge mentale de fou. C'est ça, il me faut de l'énergie mentale et selon les périodes de ma vie ou ce que je traverse dans ma vie, je n'ai pas toujours accès à cet espace mental, à cette énergie mentale Mmh, et quand j'ai pas justement, bah, quand le réservoir de l'énergie mentale, il est pas plein, mmh. ça peut pas marcher, je peux rien mettre en place. Ça tient pas.
Et forcément, on peut pas avoir le réservoir plein toute sa vie. La vie est faite de haut et de bas, donc à un moment donné ou à un autre, on finit par lâcher. Je pense que c'est normal. C'est ça, ouais. Non, mais on est humain et tu vois, je pense qu'aucun être humain n'est fait pour tenir un rééquilibrage ou un régime. Sur le long terme, en tout cas. I je pense qu'il faut penser long terme. Aujourd'hui, bah, je me concentre davantage sur mon rapport à l'alimentation parce que j'ai compris que de toute façon, si je suis devenue obèse, c'est parce que j'ai eu, ce rapport, conflictuel à l'alimentation. Donc Ouais. je pense que, bah, aujourd'hui, je la meilleure voie qui me semble, qui me semble plus intéressante de prendre, bah, c'est celle de la alors je dirais guérison, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut vraiment s'en sortir définitivement, mais en tout cas, c'est la voie que j'essaye de prendre aujourd'hui. Je Mmh. pense que, mes problèmes de poids ne vont pas, s'arranger, juste par du contrôle alimentaire si, à chaque fois je rechute dans des pertes de contrôle, aussi impressionnantes, hein. Parce que moi, c'est pas juste, je perds un petit peu le contrôle et puis, j'ai des petits craquages ou quoi. Non, 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 moi j'ai vraiment des grosses crises d'hyperphagie quotidiennes, je mange énormément et encore je ne montre pas tout. Actuellement, j'ai arrêté de montrer tout ce que je mangeais. Je le faisais quand j'étais en phase de rééquilibrage alimentaire. Je montrais mes petits craquages, mais aujourd'hui, je ne peux pas documenter, tout ce que je mange. C'est pas possible et Mmh. je pense que déjà, je reçois énormément de critiques sur, le peu de choses que je veux bien montrer. Alors si je montrais réellement tout ce que je mange aujourd'hui, mais les gens seraient choqués. Ouais, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Je me dis aussi, tu sais, tu as vraiment eu pendant longtemps cette étiquette de la nana qui veut perdre du poids, qui est en perte de poids. Donc c'est dur aussi de se sortir de là, tu sais, parce que les gens à force, bon, t'ont posé cette étiquette par rapport à tes contenus. Donc je me demande si c'est pas aussi, un peu difficile de maintenant te repositionner et de faire aussi avoir cette prise de conscience de tout ce dont on en a parlé dans l'épisode là, c'est-à-dire que le contrôle amène à la perte de contrôle, que la grossophobie amène à l'obésité potentiellement. C'est Mmh. difficile, je pense, de quand on parle de ça encore aujourd'hui et il y a un rejet hyper violent en fait de ces Ouais. concepts-là. La majorité des gens qui me suivent aujourd'hui, ne comprennent pas ma démarche, pensent que je suis en train de foncer droit dans le mur, alors que je suis accompagnée, hein. Je suis accompagnée dans un processus de pacification alimentaire depuis peu, depuis à peu près un mois. Évidemment, les résultats, je m'attends pas à ce que ce soit magique et que ça disparaisse du jour au lendemain. Je pense que, ça a pas été compris, ça non plus et la majorité des gens sont sceptiques, n'y croient pas, se permettent des commentaires pour certains, vraiment, très infantilisants, très hautains. Je réponds pas, hein, je laisse, justement parce que je pense que c'est important de montrer justement, comment je veux rien effacer parce que je veux montrer justement comment, réagissent les gens, dans cette thématique-là aujourd'hui. Je pense que c'est important. Aussi pour qu'on se sente moins seul. Maintenant, il y a aussi des abonnés qui viennent me dire que je ne suis pas qu'un poids, que je ne suis pas qu'un chiffre sur une balance et qui attendent, autre chose de mes contenus, qui m'encouragent à poster davantage de lifestyle. Donc, il y a pas non plus que des gens qui sont là pour suivre ma perte de poids, mais il y en a qui sont déçus, qui veulent voir les pesées, qui attendent de me prendre au tournant, de me dire: «Ah tu vu, tu as repris du poids, ça veut bien dire que si tu reprends du poids, tu es sur la mauvaise voie». Qui ne comprennent pas en fait, mon processus actuel alors que, j'essaie de le partager, avec le plus de, bah, d'ouverture possible. J'ai envie que les gens voient réellement, le parcours que je suis en train de vivre, j'essaye de tout montrer. Bon, après, je montre pas tout ce que je mange parce que, comme je te l'ai dit, ça va être très, très choquant, hein, les grosses crises d'hyperphagie. Je pense que les gens, ils sont pas prêts. Ça, c'est un choix après qui te regarde, mais en tout cas, je comprends, effectivement, mais ouais, c'est un peu le tribunal, d'internet. On ne peut pas, même si on voulait, aujourd'hui, on ne peut pas montrer tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en Ouais. tout cas, Instagram, ça va, mais YouTube censure énormément. J'ai eu pas mal de mes vidéos qui ont sauté parce que je parlais trop de mes troubles alimentaires. Ah, c'est dommage. Oui, C'est dommage du coup. c'est compliqué. J'essaye de documenter mon parcours, mais c'est vrai que Mmh. on peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. C'est un sujet qui est quand même assez censuré. Mmh. Bon, en tout cas, moi, j'espère, continuer à pouvoir en parler, sur les réseaux, sur le podcast et ça me tient beaucoup à cœur et je pense que c'est vraiment dommage, ouais, de Mmh. censurer parce que, tu vois, il manque, encore beaucoup de sensibilisation. Ouais. Il y a un gros problème de mentalité aujourd'hui, il y a une grosse culture du contrôle et de la performance avec, notre poids, notre alimentation et qui peut être, aller beaucoup trop loin, en fait. En fait, j'avais envie de te demander, est-ce que toi, tu as un message que tu voudrais faire passer à des personnes qui écouteraient cet épisode et qui se sentent mal avec leur poids, avec la nourriture? Bah, alors déjà, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seul.
parce que je peux vraiment vous le certifier. Nous sommes extrêmement nombreuses, mais vraiment très, très nombreuses. C'est impressionnant, hein, quand je vois le nombre de témoignages que je reçois quotidiennement. On est vraiment très, très, très nombreuses à vivre, la même chose, à perdre le contrôle avec l'alimentation. Et la deuxième chose, je voudrais quand même rappeler justement le fait que non, ce n'est pas qu'une question de volonté. Et il suffit pas juste de le dire, il faut vraiment en être convaincu parce que c'est difficile quand on commence à faire un rééquilibrage alimentaire et qu'on se sent mieux et qu'on voit qu'on n'a plus du tout de troubles alimentaires, qu'on a un rapport complètement apaisé, qu'on perd du poids, qu'on mange bien, qu'on fait du bien à son corps, qu'on donne du bon carburant à son corps. Et voilà, on est quand même dans un bien-être, qui prouve qu'on est sur la bonne voie. Et donc quand on perd le contrôle, on se remet forcément en question. Et c'est là qu'on se dit que, oui, c'est une question de volonté. La preuve, c'est que quand j'ai mis de la volonté, quand j'ai contrôlé mon alimentation, ça a marché. Donc oui, forcément, on se dit que c'est une question de volonté, mais non, non. Et ça, c'est difficile de le comprendre et je pense qu'il faut vraiment, tenter plusieurs fois. Faut tomber plusieurs fois pour accepter de comprendre ça, que non, ce n'est pas une question de volonté. Faut vraiment regarder les choses à long terme, sur plusieurs années. Ouais, exactement. Merci beaucoup Héloïse parce que je suis totalement alignée en tout cas avec ce que tu as partagé là comme message et merci pour ton témoignage que je trouve, hyper riche, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître et que ça va aider. Donc merci beaucoup pour ça. Je l'espère. Et puis oui, on mettra le lien vers ton compte et ton YouTube si tu veux en description de cet épisode. C'est la fin de cet épisode, donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles au podcast. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous. À bientôt.